Il y a quelques années, quand j'ai repris l'émission Le Tram, je me suis posé une grande question. Comment est-ce que je vais faire pour trouver chaque semaine de nouveaux thèmes pour aborder la mobilité? Et on peut parler des voitures, on peut parler des vélos, mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi parler de plein d'autres choses, de sociologie, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. C'est ce recul qu'on va essayer de prendre aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment est-ce que les Bruxellois se sont appropriés la ville ces 10, 20, 30, 50 dernières années, notamment ici dans le quartier nord, un quartier qui a énormément changé, d'affectation notamment. On va tenter de reprendre ce recul, de comprendre comment les Bruxellois se sont appropriés leur capitale et comment est-ce qu'ils vont continuer à le faire dans les prochaines années. Thème bien vaste, on a 15 minutes, on se retrouve juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le tram, bienvenue. Alors on va prendre un petit peu de recul ce soir, on va essayer de comprendre comment la ville évolue en fonction des périodes, comment la mobilité évolue aussi, comment les Bruxellois s'approprient cette magnifique capitale qu'est Bruxelles. Mathieu Berger, bonsoir, vous êtes sociologue, vous travaillez notamment à l'UC Louvain, vous êtes professeur là-bas. Vous avez publié ce magnifique petit bijou, une petite brique aussi, Écologie humaine, je le montre aux téléspectateurs. On va commencer par ça. C'est quoi l'écologie humaine, Mathieu Berger? Bonsoir Thomas. Alors l'écologie humaine, en fait, c'est l'approche des premiers sociologues de la ville. Lorsque la sociologie de la ville a émergé aux États-Unis, à Chicago, en 1920, avec un ouvrage clé qui date de 1925, donc il y a exactement 100 ans. L'écologie humaine, c'est la façon dont ces premiers sociologues de la ville ont abordé l'organisation de l'espace urbain qui était cette ville phénoménale de Chicago, avec les catégories, les notions, les termes de cette nouvelle science qui apparaissait alors, l'écologie animale, l'écologie végétale. Sauf que eux, au lieu d'observer la biodiversité d'une forêt, ils observaient la sociodiversité d'un quartier. Cette approche calquée sur Bruxelles, ça donne quoi? Cette approche calquée sur Bruxelles... Très vaste question. Eh bien, effectivement, je veux dire, ici. Bruxelles est une ville qui se prête particulièrement bien à l'écologie humaine, puisque c'est une ville extrêmement cosmopolite, extrêmement fragmentée. C'est une myriade de petits microcosmes. Et donc c'est vraiment ça qu'a essayé de poser comme approche l'écologie. C'est l'idée de la ville comme mosaïque. Cette idée que un ensemble urbain, c'est aussi une toile de vie qui tient ensemble toute une série de petits mondes sociaux. Et Bruxelles, dans sa diversité, dans sa richesse cosmopolite, mais aussi dans sa fragmentation et dans ses contrastes, se prête particulièrement bien à cette approche de l'écologie humaine. Mathieu, vous avez travaillé sur différents quartiers. Je sais que le quartier d'Ansart, notamment, un quartier emblématique à Bruxelles, le quartier du Nord, le quartier de la gare du Nord et le quartier Nord, tout simplement. Que peut-on dire au regard de l'écologie humaine du quartier Nord? Comment a-t-il évolué en tant qu'animal presque? Alors, comme je le disais, l'écologie humaine aborde la ville comme une mosaïque, mais chaque partie de la mosaïque, lorsqu'on regarde de plus près, lorsqu'on s'y penche avec attention, est elle-même une mosaïque. C'est-à-dire que le quartier Nord, en tant que grand quartier, lorsqu'on s'y intéresse de près, eh bien, il recouvre plusieurs quartiers, il recouvre plein de réalités différentes. Des travailleurs d'un côté, et puis on a eu aussi les mouvements migratoires avec le parc Maximilien. C'est toutes des parties de la mosaïque qui font l'identité de ce quartier, comme pour faire l'identité de la ville. Effectivement, on a des milieux qui cohabitent sans nécessairement avoir grand-chose à se dire, mais qui pour autant sont vraiment interdépendants. Donc comme vous dites, les nafteurs du business district, les migrants qui occupaient le parc Maximilien ou qui sont toujours dans le quartier, les habitants des logements sociaux, les habitants des nouveaux logements de standing et bien d'autres microcosmes qui ont à voisiner, comment dire, à interagir les uns avec les autres en s'évitant plutôt les uns les autres. Et donc la sociologie de la ville, avec cette approche un peu de l'écologie humaine, s'intéresse à leur interdépendance et à la façon dont ils tiennent ensemble dans un milieu urbain, qu'ils le veulent ou non finalement, et comment travailler avec ça. Quand on parle d'appropriation par exemple, on voit que certains moments, quand on parle justement de la crise migratoire, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans ce quartier, c'est des gens qui se sont appropriés le quartier pendant que d'autres se le désappropriaient en quelque sorte, on peut dire ça? Alors, la question de l'appropriation est importante. C'est certain que la ville est, en tant qu'habitat partagé, mais aussi disputé par les habitants, est un lieu où chacun cherche sa place et une fois qu'il tient une place, cherche à se l'approprier, développe des attachements, développe un ancrage particulier par rapport au lieu. Et c'est même vrai, effectivement, pour des migrants qui débarquent et qui, en quelques semaines, en quelques mois, vont se retrouver dans le lieu qu'ils occupent. Évidemment, c'est un lieu qui ne leur va pas, mais néanmoins, par rapport
auxquels ils peuvent avoir certains attachements. Et on a essayé dans différents travaux de démontrer le caractère ancré de ces mondes de migrants dans le quartier nord, et qu'il ne suffisait pas simplement de supposer que les migrants pouvaient se redistribuer comme ça dans la ville pour faire disparaître ces attachements-là. Vous qui avez étudié de nombreuses villes, notamment aux États-Unis par rapport à la genèse de l'écologie humaine, quelle est la spécificité de la mosaïque bruxelloise ? Alors effectivement, Bruxelles est sous certains égards une ville qui un peu à l'américaine. Donc on peut, à mon avis, trouver certaines comparaisons entre la physionomie de Bruxelles, sa configuration, et certaines villes métropoles américaines, plus facilement d'ailleurs qu'avec certaines villes européennes. Avec un centre beaucoup plus fragile socio-économiquement, comme les villes américaines, les downtown américains. Exactement, donc il y a un cosmopolitisme très important à Bruxelles, une très belle diversité culturelle, 186 nationalités, etc. Mais dans des conditions où le centre-ville de Bruxelles est une zone urbaine de pauvreté. Contrairement à Paris qui fonctionne sur un modèle plus ou moins inversé de villes internes riches et de banlieues pauvres. Donc ici on doit composer à la fois avec la diversité et avec la précarité. Et donc cette double complexité pèse fort sur Bruxelles comme sur d'autres villes aux États-Unis. Simplement, Bruxelles, avec une capacité d'action publique qui n'est pas celle des États-Unis pour des raisons de culture politique différentes, a, en tout cas jusqu'ici, cherché à réinvestir dans son centre, à les rénover, à développer de l'infrastructure, même à rendre les quartiers centraux habitables et qualitatifs sur le plan environnemental. Et c'est ça qui aujourd'hui est un petit peu en suspens. Est-ce qu'on va continuer à travailler sur ce centre-ville complexe et problématique à différents niveaux, ou est-ce qu'on va laisser ces phénomènes délicats devenir de plus en plus problématiques? Cette question, Mathieu, elle pourrait faire des émissions entières. J'ai envie d'en poser une petite. Quel est l'avenir? Comment est-ce qu'au regard de la sociologie, de l'écologie humaine plutôt, on voit l'avenir de la région bruxelloise? Alors, l'avenir de la région bruxelloise, sur ce plan-là, il dépendra de la capacité des acteurs importants à Bruxelles à prendre en charge cette complexité sociale. On constate que les acteurs des politiques de la ville arrivent à prendre en charge une complexité technique, une complexité économique, budgétaire, une complexité institutionnelle, une complexité écologique. Aujourd'hui, on voit que la question environnementale, la composante verte devient une vraie dimension de la complexité urbaine qui est prise en charge par l'action publique, mais tout se passe comme s'il y avait trop de complexité à prendre en charge pour en plus se dire tiens, la ville est habitée par des gens et il faut comprendre comment ils vivent, comment ils s'approprient la ville, comment ils utilisent la ville, et ne pas arriver à s'intéresser, à s'inquiéter ou même à se préoccuper de cette complexité-là, c'est pas à la hauteur des politiques de la ville à Bruxelles, et ça nous prépare un avenir, à mon avis, qui ne chante pas nécessairement. Merci Mathieu Berger, c'est très clair. J'aimerais bien vous inviter à l'avenir pour parler d'autres thématiques, parce qu'évidemment, on le sent, hein, il y a énormément de choses à dire sur ce thème très vaste. L'écologie urbaine, c'est donc une approche qui est centenaire. Maintenant, on va se tourner un peu vers une approche un petit peu plus récente qui lie l'architecture, la mobilité aussi, aux réseaux sociaux. On en parle juste après ça. Architecture, mobilité, réseaux sociaux, on est avec Mohamed Hamache. Vous avez lancé notamment le compte Instagram Destrip Architecte. C'est quoi ? En fait, Destrip Architecte, c'est le nom de notre bureau d'architecture, mais à la base, on a commencé avec une plateforme qui s'appelle Stripping Architecture. C'est-à-dire que, comme stripping, c'est faire déshabiller l'architecture, ouais, et faire savoir l'histoire derrière les bâtiments et l'espace public, et réimaginer l'avenir de ces genres d'espace. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est de déconstruire l'architecture pour la rendre accessible à tous? C'est un petit peu ça le concept? Voilà, c'est ça, parce que le sujet d'architecture, c'est toujours un sujet très fermé, on dirait, entre les politiques et les architectes, très techniques. Et on dessine des blocs, on dessine des bâtiments, voilà. Mais c'est pas que ça. Le problème, c'est l'impact, c'est sur la ville et les citoyens. Donc, notre mission est vraiment de simplifier les projets et montrer aux gens que l'architecture et l'urbanisme, c'est pas assez très compliqué. Tout le monde a le droit de réimaginer, tester, critiquer, réfléchir. C'est pas un métier comme les avocats ou les médecins à l'hôpital. Non, c'est un truc qu'il faut les simplifier pour avoir engagé le maximum des citoyens, d'être
par de ce genre de projet et notre ville. Ouais. Et donc depuis le bureau d'architecte que vous avez, en fait, vous avez lancé cette plateforme, ce compte Instagram, où justement vous prenez des dispositifs un petit peu de la vie quotidienne bruxelloise et vous les déconstruisez un petit peu. C'est assez sympa. Moi, en tant que Bruxellois, il y a plein de trucs que j'ai vus et que j'ai l'habitude de voir, mais je ne me pose même plus la question de ce que c'est. C'est ça la démarche un petit peu, c'est de déconstruire. Tout à fait. Donc Bruxelles, c'est une ville très, très extraordinaire. Ordinaire. Moi, j'ai fait mes études en urbanisme dans 4 villes en Europe. Bruxelles, Vienne, Copenhague et Madrid. Et quand je suis revenu à Bruxelles, tu vois la diversité, la ville, l'architecture. C'est une ville extraordinaire. Il y a plein de mélanges. Elle me rappelle beaucoup de Jérusalem. Et surtout, peut-être les politiques en Belgique, c'est pendant des décennies. Et ça, on voit les résultats aujourd'hui. Donc, ce n'est pas notre mission juste de critiquer. Non, franchement, il y a des gros potentiels dans la ville. Mais malheureusement, il y a plein de coins et d'espaces publics ou des bâtiments qui sont hors fonction ou ils sont exclusifs. Voilà. Et donc vous avez publié ce bouquin qui est assez sympa, The Urban Revolution is a Fun Sketch. On déconstruit, et notamment vous avez déconstruit un petit peu le palais de justice. Qu'est-ce que vous en dites du palais de justice? On le voit ici derrière. Voilà, le palais de justice, vraiment très connu peut-être au monde, ouais, à cause de l'histoire des échafaudages et sans rénovation. C'est un bâtiment énorme qu'on les considère... c'est devenu un burden, donc un truc qui existe, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Mais notre réimagination des justice police, pour nous, c'est un octobot qui regarde la ville et les citoyens. Il est là, il ne fait rien, mais tout le monde les regarde. On ne veut pas les démonter parce que c'est un truc patrimoine. Et donc, ça, c'est notre vision du palais de justice. Donc, l'idée d'avoir ce genre de croquis d'avoir d'abord pas très sérieux, donc c'est accessible à tout le monde de les comprendre. Et l'histoire, quand on utilise beaucoup de couleurs aussi, ça anime les choses. Donc les gens, comme les strips, les cartons dans les journaux, ouais. Donc tout le monde les lit parce que c'est simple, il y a des couleurs, il y a des animations. Donc on essaie de casser le mythe un petit peu de ce palais qui surplombe la justice qui est forte et qui surplombe un petit peu la capitale. Le compte Instagram est assez rigolo que vous avez lancé, il y a 15 000 followers pour un compte d'architecture, c'est assez impressionnant. Comment vous l'expliquez ça? En fait, si vous voulez, notre bureau d'architecture, on fait des petits projets. Donc, au moment donné, on a commencé à participer dans les concours par les baumestres ou maîtres d'architectes de Bruxelles. Et c'est très difficile à accéder et à avoir... fournir ou donner nos idées sur des projets. Donc, et l'architecture classique, ça ne parle pas beaucoup parce que si tu veux avoir accès aux citoyens ou des habitants, il faut vraiment changer les manières de, pas seulement dessiner un truc classique ou parler. Non, les gens, maintenant, on vit dans un monde, malheureusement, qui passe très vite. Donc, on a commencé à dire oui, pourquoi pas avec des petites vidéos, on trouve des problèmes ou des potentiels, on fait une petite réflexion et on va voir comment les gens réagissent. On a trouvé ça, que les gens... L'idée à terme, c'est de lancer un peu des débats, d'essayer d'attirer un petit peu vers cette tendance un petit peu plus fun de l'architecture pour des autres bureaux. Des autres bureaux, on espère, on sait qu'il y a pas mal des architectes qui nous suivent, mais on reçoit par exemple pas mal des messages et des remarques des followers qu'ils nous envoient franchement des coins qu'ils maintenant ils les voient à Bruxelles dans notre l'honnête, on dirait. Et là, on va là-bas pour faire un croquis ou faire un réflexion. Donc on pense qu'on est arrivé à simplifier les choses. Et les gens ils sont très engagés. On a des gens qui sont très engagés. Mais avec les architectes, on espère. On essaie de réfléchir comment on peut faire un genre de congrès ou atelier pour avoir sorti les architectes de leur bureau et faire juste des permis de ça. Il faut le faire, mais essayer de mobiliser les architectes. Peut-être on va trouver avec des autres idées, bien sûr, mieux qu'on fait. Ce livre est dispo où ça, Mohamed? C'est dispo sur notre site web. Sur votre site web. Il y a aussi sur YouTube, sur Instagram, donc on ne peut pas vous louper. Oui. Merci, Mohamed. Dites-moi. Non, juste pour les livres, pour les citoyens de Bruxelles,
pour économiser les coûts de livraison. Juste, il faut nous contacter, on peut le livrer à vous gratuit. On fait toujours des vidéos et des photos avec les citoyens. Ouais. Voilà, ouais, super. Merci à vous, Mohamed. Merci d'être avec nous, merci d'avoir participé au tram et merci de nous avoir suivis aussi sur cette émission qui prend un peu de recul sur l'appropriation de la ville par les Bruxellois.